Maintenant qu'on a un peu éclairci les aspects éthiques, philosophiques et moraux du débat, on peut attaquer le gros morceau, les risques environnementaux et sanitaires des OGM. Alors autant vous prévenir tout de suite, il y a beaucoup à dire sur la question, à tel point que ça en mérite même une introduction. Alors, les OGM sont-ils dangereux? Court-on un risque à leur utilisation? Question simple, mais seulement en apparence, et on ne peut y répondre sans essayer de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. On pourrait se dire, c'est pas compliqué, que disent les études? Si elles montrent que les OGM ne sont pas dangereux, alors ils ne sont pas dangereux. Le problème, c'est qu'il y a des études qui disent que c'est pas dangereux, et qu'il y en a d'autres qui disent que ça l'est. Alors je me suis dit qu'avant de passer en revue les différentes études en question, ça serait bien qu'on essaye de comprendre pourquoi et en quoi le discours scientifique n'est pas univoque. Et pour ça, j'ai divisé la vidéo en 4 parties. Une première dans laquelle on verra justement en quoi le discours scientifique diverge, une deuxième et une troisième partie qui nous permettront d'aborder le débat sur la naturalité et sur la complexité des OGM, et enfin, on verra dans une quatrième partie en quoi la remise en question des agences sanitaires constitue également un point central du débat. Alors je vous préviens tout de suite, ça risque d'être un peu plus long que d'habitude, et peut-être un peu plus compliqué sur certains points aussi. Donc j'espère que vous allez tenir jusqu'au bout, parce que je pense que ça en vaut le coup. C'est parti. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire, les études sur le sujet ne vont pas dans le même sens. On est très loin d'un consensus du discours scientifique sur la question des risques que font courir les OGM. Voilà ce que j'ai pu répertorier. Du côté de ceux qui notent un danger potentiel pour la santé ou pour l'environnement, il y a pour les plus connus l'étude d'Arpad Pusztai dans la fin des années 90 qui montrait les effets néfastes d'une pomme de terre transgénique sur le système immunitaire et sur la croissance des rats qui en ont consommé. Une étude de 2003 de l'Independent Science Panel qui s'attardait davantage sur les effets qu'ont les OGM sur l'environnement. Plus récemment, les études de Gileric Seralini de 2007 et 2012 qui montrent la toxicité de 2 espèces de maïs transgéniques. Et encore une petite liste d'études que vous retrouverez dans les sources. En face, parmi ceux qui montrent l'innocuité des OGM actuellement cultivés et commercialisés, on retrouve notamment le Conseil international pour la science, les agences sanitaires nationales et internationales, comme l'EFSA pour l'Europe, la FDA pour les États-Unis ou encore toutes les autres agences de tous les autres pays qui ont autorisé les OGM. Il y a également tous les tests réalisés par les compagnies semencières qui ont produit les OGM, et aussi 2-3 études indépendantes par-ci par-là. Alors, bien entendu, chaque camp conteste la validité des études de l'autre camp. Mais passons. Quand on regarde ce tableau, on voit bien que ceux qui crient au danger sont minoritaires, voire très largement minoritaires. Pusztai, Seralini et les quelques autres études isolées ne pèsent pas bien lourd à côté des milliers d'études qui montrent que les OGM ne représentent aucun danger. Alors, qui croire? On pourrait se dire, la majorité doit avoir raison. Si toutes les agences sanitaires du monde entier montrent à travers des centaines d'évaluations que les OGM cultivés et commercialisés sont sans danger, alors c'est qu'ils doivent être sans danger. Ils ne peuvent pas tous se tromper, donc ils doivent avoir raison. Mais toujours est-il que les études qui montrent l'inverse de ce qu'avancent les agences sanitaires existent. Les études qui montrent le danger des OGM sont minoritaires, certes, mais elles sont bien réelles. Alors, pourquoi? Ou plutôt, comment? Comment les travaux sur les OGM peuvent aboutir à des résultats et à des conclusions à ce point opposés? Pour répondre à ça, il faut comprendre la puissance considérable de l'axiome. Oui, l'axiome. Alors pour Wikipédia, un axiome, ça désigne une proposition indémontrable utilisée comme fondement d'un raisonnement. Un axiome, c'est donc quelque chose qu'on admet comme vrai sans l'avoir prouvé, sans avoir pu le démontrer. Et c'est ce qui sert de base à toute démonstration. Quelques exemples. La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Cette affirmation est indémontrable, mais elle paraît évidente à tout le monde. Autre exemple, 1 plus 1 égale 2. Encore une fois, c'est indémontrable, mais ça tombe sous le sens. Vous voyez bien qu'en se basant sur ces axiomes, on peut aboutir à des développements, des réflexions et des théories beaucoup plus poussées. Mais revenons à notre sujet. Les OGM sont-ils dangereux? Ou plutôt, quels risques font courir les OGM? Si on pose cette question à nos scientifiques, ils vont se baser sur des axiomes sur lesquels va reposer l'ensemble de leur raisonnement. Ce raisonnement va aboutir à une conclusion qui va permettre d'apporter une réponse à la question de départ. Mais le problème,
comme toujours il y a un truc qui cloche, c'est que cet axiome peut varier selon les cultures scientifiques. Et à partir du moment où on développe un raisonnement sur des fondations différentes, il y a de fortes chances pour qu'on aboutisse à une conclusion différente. En ce qui concerne les OGM et la démonstration scientifique de leur dangerosité, j'ai remarqué que deux axiomes étaient particulièrement problématiques. Celui sur la naturalité des OGM et celui sur la complexité des OGM. On attaque tout de suite avec le premier. Sur ce point, il y a donc deux postulats fondateurs possibles. Et c'est pour ça qu'on a des scientifiques qui considèrent que les OGM sont naturels et qu'on en a d'autres qui considèrent qu'ils ne le sont pas. Ok, alors pourquoi ils sont pas capables de penser la même chose sur un point aussi simple? Un OGM c'est naturel ou pas? Pour répondre à ça, deux notions peuvent nous éclairer. Le transfert vertical de gènes et le transfert horizontal de gènes. Ah oui, je vous avais prévenu, ça se complique un peu. Bon, ça mérite explication. On parle de transfert de gène vertical quand le gène est transmis d'un ascendant à un descendant, ou autrement dit, quand le gène est transmis par un ancêtre. Ce qui est le cas, logiquement, de tous les êtres vivants. Ils ne viennent pas nulle part, ils ont tous des parents. Au contraire, pour le transfert horizontal de gènes, le matériel génétique ne provient pas d'un ancêtre. Il ne vient pas d'en haut. On parle en fait de transfert horizontal de gènes quand un organisme intègre du matériel génétique provenant d'un autre organisme sans en être le descendant, ce qui est exactement le cas des OGM. L'idée selon laquelle les OGM ne sont pas naturels repose sur le fait qu'ils sont issus d'un transfert de gènes horizontal, parce que les gènes qu'ils reçoivent ne proviennent pas d'un ascendant, mais d'un autre organisme grâce à la transgénèse. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les transferts horizontaux peuvent aussi se faire de manière tout à fait naturelle, sans la transgénèse, sans que l'homme n'y soit pour quoi que ce soit. On voit en effet se réaliser dans la nature de nombreux transferts d'ADN entre des espèces tout à fait différentes. Et ces transferts horizontaux naturels conduisent à l'apparition d'organismes dont le matériel génétique est entièrement inédit, tout comme les OGM. Ça peut notamment se produire par l'intermédiaire d'un virus qui va modifier leur génome en intégrant les cellules hôtes, ou même, tout simplement, quand deux cellules se rentrent dedans. Il se peut alors qu'un peu de matériel génétique passe d'une cellule à l'autre. Devant ce constat, on comprend vite qu'il y a toujours eu des croisements de gènes entre des espèces qui n'ont aucun lien entre elles. Alors si ces transferts horizontaux ont lieu dans la nature sans l'intervention de la main de l'homme, est-ce qu'on peut dire que les OGM, qui sont également issus de transferts de gènes horizontaux, sont naturels? C'est là tout le débat. Pour certains, la réponse est oui. Simple déduction logique. Les OGM sont issus de transferts horizontaux, on trouve des transferts horizontaux dans la nature, les OGM sont naturels. À partir de là, la transgénèse c'est juste ce que fait déjà la nature, mais de manière à ce que ça nous apporte un avantage. Rien de plus. On a donc là un axiome possible, oui, les OGM sont naturels. Et on voit bien en quoi ce postulat de départ relativise fortement les risques que peuvent avoir les modifications génétiques par la main de l'homme. Étant donné que la nature réalise des transferts de gènes entre espèces différentes depuis qu'elle existe, depuis que la vie sur Terre existe et qu'elle s'en porte très bien, en quoi la transgénèse serait-elle dangereuse? Les transferts horizontaux qui existent depuis la nuit des temps n'ont jamais causé de déséquilibre écologique, donc pourquoi ce serait le cas des OGM? Ils ne sont rien de plus que ce que réalise déjà la nature depuis des millions d'années. Mais, pour d'autres, aller jusqu'à considérer les OGM et la transgénèse comme naturelles, c'est pousser les choses un peu trop loin. Si, effectivement, il y a bien des transferts de gènes de manière naturelle entre des espèces qui n'ont aucun lien entre elles, on ne peut pas aller jusqu'à dire que les OGM, eux, sont naturels. Les OGM et la transgénèse se distinguent bien trop des transferts horizontaux naturels pour qu'on puisse faire le rapprochement. Déjà parce que ces transferts naturels sont extrêmement rares, du moins ceux qui se maintiennent et qui sont fonctionnels, ce qui réduit fortement la probabilité de voir se produire un déséquilibre écologique. Pour les OGM, c'est autre chose. Ils sont destinés à être cultivés sur des champs entiers, des pays entiers, sur des millions d'hectares. Les conséquences écologiques envisageables sont d'une toute autre dimension. Les effets potentiels des OGM sur la nature sont donc fortement à distinguer des effets potentiels des transferts horizontaux sur la nature. Ça n'a strictement rien à voir. D'autre part, le transfert horizontal de gènes concerne principalement les organismes les plus simples. Il touche surtout les bactéries, les organismes unicellulaires, mais touche beaucoup plus rarement les organismes plus complexes comme les plantes ou les animaux. C'est donc encore un autre point qui nous interdit de faire le rapprochement.
En fin de compte, les OGM ne sont pas naturels. Simple déduction logique. On trouve des transferts horizontaux dans la nature. Les transferts horizontaux qui donnent les OGM n'ont rien à voir avec ce que fait la nature. Les OGM ne sont pas naturels. Bref, pour résumer, sur la question de la naturalité des OGM, on a vu qu'on pouvait faire deux postulats de départ. Soit on s'appuie sur le fait que des transferts de gènes entre des espèces différentes se produisent tous les jours dans la nature, et dans ce cas, on considère que les OGM sont naturels. Soit on considère que ces transferts de gènes qui ont lieu de manière naturelle sont bien trop différents de la transgénèse et des OGM pour qu'on puisse faire le rapprochement. Et dans ce cas, on ne voit pas les OGM comme naturels. Deux postulats de départ différents qui peuvent donc fortement orienter la suite du développement scientifique. Autre point central sur lequel les conceptions scientifiques divergent, ça concerne la complexité des OGM et ça fait appel au principe d'équivalence en substance. La querelle entre les scientifiques sur ce point est autrement plus importante que celle sur la naturalité, car c'est directement sur la base de ce présupposé scientifique que de nombreuses agences sanitaires viennent à conclure de la dangerosité ou non des OGM. Définition. Si un aliment GM ou un composé alimentaire GM est essentiellement semblable à un aliment non GM ou à un composé alimentaire non GM existant, il peut être évalué de la même manière que son homologue existant en ce qui concerne la sécurité. Autrement dit, c'est un principe qui fait considérer de la même manière au niveau de la sécurité un produit GM et un produit classique lorsqu'aucune différence significative de composition n'a été mise en évidence. Autrement dit, en gros, si on suit ce principe, à partir du moment où on arrive à montrer une homologie entre les structures chimiques de ce maïs transgénique et celle de son équivalent non transgénique, alors on estime que la plante transgénique est aussi inoffensive que l'original. À partir de là, on considère qu'il n'est pas nécessaire de réaliser des tests toxicologiques étant donné que les plantes traditionnelles n'y sont pas soumises. On va donc évaluer nos deux plants de maïs de la même manière. Ce principe est reconnu par plusieurs agences sanitaires à travers le monde et sert de base d'acceptation, notamment aux États-Unis et au Canada. Dans ces pays, les OGM ne sont donc pas sujets à un mode d'évaluation particulier et on ne leur fait pas nécessairement passer de tests toxicologiques. En France, et en Europe plus généralement, on a une réglementation différente. On ne parle pas de principe d'équivalence en substance, mais de principe de précaution. Toute plante génétiquement modifiée, qu'elle soit substantiellement équivalente ou non, est évaluée par des tests de toxicité et d'allergénicité. Alors, en quoi ce principe fait débat ? Pour ceux qui le dénoncent, l'idée que l'homologie de structures chimiques prouve l'innocuité est absurde. Selon eux, montrer qu'il y a une équivalence en substance est loin d'être suffisant pour prouver qu'il n'y a pas de danger, parce que la génétique, c'est beaucoup plus complexe que ça, et les tests toxicologiques sont indispensables pour démontrer l'absence de risque. Selon eux, c'est un concept qui ne repose sur aucune vraie base scientifique. Comment justifier par exemple que ces deux variétés de maïs soient évaluées de la même manière ? Le maïs MON 810 sécrète un insecticide que le maïs traditionnel ne sécrète pas. Et pourtant, il est considéré comme équivalent en substance au maïs traditionnel, étant donné que les nutriments principaux sont les mêmes. Mais il y a quand même un nouveau composé qui, mine de rien, tue les insectes. Et malgré tout, dans les pays qui suivent ce principe, ce maïs MON 810 ne sera soumis à aucun test supplémentaire que ce maïs non transgénique. En plus de ça, il faut aussi prendre en compte le fait que ça pourrait être dangereux par l'intermédiaire de mécanismes que nous ne connaissons pas encore. Comme on est loin de connaître toutes les implications et tous les effets de ces manipulations génétiques, on est loin de maîtriser tous les effets collatéraux possibles. Donc de ce point de vue, même les tests toxicologiques ne prouvent pas grand-chose. Les manipulations génétiques pourraient très bien entraîner des réactions en chaîne qu'on ne maîtriserait pas et qu'on n'a même pas encore imaginées. Les problèmes liés à la perturbation du métabolisme, alors ça on n'en parle quasiment pas, mais quand vous mettez un nouvel ouvrier dans une usine, ou quand vous créez, comme dans le riz doré, une chaîne de montage de toutes pièces, une nouvelle chaîne de montage dans une usine où il y en a déjà plein, des chaînes de montage qui fonctionnent en harmonie. Ben, la question évidemment c'est qu'on peut venir perturber tout cet ensemble qui fonctionne en harmonie. Partez pas en courant, je vous montre ceci. C'est une partie, je dis bien une partie seulement de ce qu'on sait, et on ne sait pas tout, de l'ensemble des processus biologiques qui ont lieu dans chacune de nos cellules. Chaque trait, c'est une chaîne de montage ou une chaîne de démontage, ce qu'on appelle une voie métabolique. Et chaque point, c'est un ouvrier de l'usine, c'est une enzyme. Eh bien, voilà, tout ça, c'est un véritable réseau autoroutier qui est complètement interconnecté avec les échangeurs dans tous les sens. Et quand on vient perturber quelque chose là-dedans, bien souvent, on a des effets collatéraux qui sont absolument immaîtrisables. Et les personnes qui font des OGM tous les jours, toutes les semaines, savent très bien à quel point on ne maîtrise pas ces conséquences collatérales.
Donc on nous dit que c'est une technique chirurgicale, on maîtrise tout, c'est faux. Il n'y a pas un seul scientifique au monde, et quel que soit le nombre de prix Nobel qu'il ait pu accumuler au cours de sa carrière, qui soit capable de recenser de façon exhaustive les conséquences à moyen, à court ou à long terme d'une modification génétique sur un métabolisme. C'est pas vrai. De l'autre côté, il y a ceux qui reconnaissent la viabilité du principe d'équivalence en substance, dont notamment les agences sanitaires des États-Unis et du Canada. Eux, ils soutiennent que scientifiquement parlant, ce principe est totalement fiable. Pourquoi il faudrait faire de la méthode de production des OGM une technique si particulière qu'elles doivent nécessairement impliquer un processus d'évaluation unique ? Toutes les plantes hybrides qui sont issues de la sélection sont obtenues par des mélanges de gènes aussi incertains quant à leur agencement et à leurs conséquences. Et pourtant, elles ne sont soumises à aucun de ces tests supplémentaires. Alors pourquoi est-ce qu'on ferait subir aux OGM toute une batterie d'évaluation en plus, quand les plantes issues de la sélection classique n'y sont pas soumises, et alors que les enjeux sont les mêmes ? Bref, conclusion. On a donc vu dans cette vidéo que le débat sur les OGM a également lieu chez les scientifiques. Oui, c'est étonnant, la science ne donne pas une vérité unique. Pour ma part, j'ai tenté d'expliquer ça par le rôle que jouent les axiomes dans tout raisonnement scientifique. Il y en a donc un sur la naturalité. Certains, en s'appuyant sur la notion de transfert horizontal de gènes, considèrent dès le départ que les OGM sont tout à fait naturels, alors que d'autres considèrent qu'ils diffèrent bien trop des transferts horizontaux classiques pour qu'on puisse les considérer comme naturels. Et il y a un autre axiome sur la complexité des OGM. Certains s'appuient sur le principe d'équivalence en substance pour dire qu'à partir du moment où on montre que la variété OGM est composée des mêmes nutriments que la variété classique, alors on peut déduire qu'elle est tout aussi inoffensive. Tandis que d'autres soutiennent que la génétique est extrêmement complexe et qu'on ne peut pas se baser sur l'équivalence en substance pour prouver l'innocuité. Tout ça, ça ne repose sur rien de très scientifique, mais c'est sur ces bases que tout développement va reposer. Et ça peut notamment expliquer pourquoi on peut se retrouver avec des études qui nous disent « les OGM, c'est sans danger » et d'autres qui nous disent « les OGM, c'est cancérigène et dévastateur pour l'environnement ». Voilà, bon, encore une fois, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse discuter de tout ça. Et si vous avez d'autres explications, je suis preneur. Quoi ? Comment ça, il nous reste un point à aborder ? La remise en question des agences sanitaires. Ah oui, mais je pense que c'est un sujet qui mérite un épisode à lui tout seul. Vous savez donc ce qu'il vous attend la semaine prochaine. On parlera de conflits d'intérêts, de lobbying et du fonctionnement des comités d'évaluation.